aujourd'hui, donc déjà quelques chiffres. On vient d'avoir, courant du mois de mars, les chiffres de l'assurance maladie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles en France en 2020. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où on reçoit les chiffres et le moment où l'on est. Les accidents, tout comme les maladies, sont en baisse de près de 20%. Alors, il faut juste resituer dans le contexte. 2020, c'était la période du Covid, donc ce qui ne note pas une véritable amélioration. On pourrait penser que ce chiffre est extrêmement bon. En fait, ça masque une stabilité depuis déjà plusieurs années, que ce soit sur les accidents ou que ce soit sur les maladies professionnelles. Alors, quand on parle d'accidents du travail, on parle à peu près de 600 000 accidents du travail par an. Et quand on parle de maladies professionnelles, on va être sur 50 000 maladies par an. Je vous laisse également l'analyse qui en est faite sur l'origine principale des accidents. L'origine première, à presque la moitié des cas, va concerner la manutention manuelle. Et puis concernant les maladies professionnelles, on va retrouver à près de 89% les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc tout cela feront l'objet de webinaires dans les semaines et les mois à venir, de conférences également, puisqu'on sera sur Préventica Nantes. Nous aurons notamment une conférence sur la prévention des TMS et une autre conférence sur la réalité virtuelle au service de la sécurité au travail. Voilà, donc ces quelques chiffres nous ramènent à cette réalité des accidents et des maladies professionnelles, d'où le fait que j'ai invité aujourd'hui David pour nous parler de une démarche d'amélioration ayant pour but le zéro accident et le zéro maladie au travail. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et toute ma gratitude à l'AINF pour tant d'années d'existence. Il y a très peu d'institutions qui existent depuis aussi longtemps et je pense que c'est bon de le noter. Ça fait partie des maisons, comme certaines maisons de luxe, moi qui ai travaillé dans le luxe, qui existent depuis des centaines d'années. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, merci beaucoup et toute ma gratitude pour œuvrer à faire en sorte que les gens repartent à la maison sans blessure après le travail. C'est une excellente initiative. Alors, pour me présenter, alors j'ai une petite présentation. Alors, vous allez me dire si vous voyez tous, si vous voyez à l'écran, dites-moi si vous voyez. C'est super, je vais me faire le Ouais, c'est super. porte-parole puisque j'ai demandé à tout le monde de couper les micros, mais moi je le vois très bien Ok. et je ne vois pas de remarques dans la conversation. N'hésitez pas, si quelqu'un a un problème, je regarde en même temps le chat. Mais apparemment, tout le monde voit ta présentation, David, donc je te laisse te présenter. Super, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis avant tout papa de 2 enfants, un adolescent et puis encore un enfant. Et je suis de formation chimiste. J'ai fait de la chimie et que j'ai complété par des masters en hygiène, sécurité et environnement et un autre en business administration. J'ai exercé pendant 25 années dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement en milieu industriel. Donc, 10 ans à peu près comme préventeur sur des sites et après en tant que directeur santé sécurité au niveau de l'Europe dans différents secteurs d'activité, donc essentiellement dans l'agroalimentaire, la cosmétique, la chimie avec des sites Céveso et puis dans le luxe et la viticulture. Voilà, j'ai eu l'opportunité je dis l'opportunité parce que c'est assez rare en France, de faire 3 démarrages de sites de plusieurs centaines de millions d'euros, donc des gros sites industriels, et faire la fermeture d'un petit site d'une 50aine de personnes. Voilà, c'est un peu moins glorieux. Par contre, les démarrages, c'est l'occasion justement à chaque fois de se reposer les questions, de repartir d'une feuille blanche et de se dire, ben voilà, comment je vais faire en sorte que les gens qui vont venir travailler dans mon usine repartent à la maison sans blessure, profiter de la vie après le travail. Aujourd'hui, je suis fondateur et dirigeant de la société Culture, Santé et Sécurité. Je suis aussi l'auteur du livre L'état d'esprit sécurité, qu'on peut trouver sur Amazon.
Et il existe en anglais aussi, The Safety Mindset, hein, qui est lu jusqu'en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc voilà, tout le monde essaye de trouver les clés pour repartir à la maison sans blessure. Et je suis aussi coach individuel et d'équipe. Donc la mission que moi j'ai personnellement, c'est d'aider et d'accompagner les personnes et les organisations qui ont encore des accidents à construire une culture santé et sécurité qui génère zéro accident et zéro maladie durablement et éthiquement, quelles que soient les activités et quels que soient les dangers. Donc la société culture santé sécurité, c'est quoi? C'est avant tout des apports gratuits. Hein, si vous allez sur le site culturesantésécurité.com, bah, vous pouvez télécharger gratuitement les 7 clés d'une culture santé sécurité. Donc là, j'explique un petit peu plus. Il y a aussi une webinaire, les 6 clés de la prudence, je crois qu'on peut télécharger maintenant aussi gratuitement. Donc voilà, c'est avant tout des outils gratuits. Une chaîne YouTube sur laquelle je partage toutes les semaines des ressources pour manager la santé et la sécurité. Et on peut me retrouver bien évidemment sur LinkedIn et sur Facebook. La mission de la société Culture Santé Sécurité, c'est de contribuer à créer un monde sans accident et sans maladie au travail et de permettre au plus grand nombre d'accéder au bonheur et à la réalisation. Donc voilà pour la mission et les apports gratuits. Après, bien évidemment, je fais du conseil. Donc du conseil qui va de la phase de diagnostic à la définition de la vision, de la stratégie, des outils, ainsi qu'un accompagnement à la transformation culturelle, parce que je vais vous parler de culture. Et donc, toute entreprise a une culture et l'idée, c'est de la transformer pour qu'elle conduise à des performances en santé et sécurité proche, voire égal à zéro accident et zéro maladie au travail. Je fais aussi des conférences. Comme je le disais, je suis coach personnel et d'équipe. Et je fais aussi du transfert de connaissances, donc transfert de connaissances en présentiel et en distanciel, avec des modules dits apprentissage en ligne. Donc pour l'instant, j'ai 3 modules d'apprentissage en ligne, état d'esprit et culture santé sécurité, les bases, Take 5, réfléchir avant d'agir et agir en prudence, et les 4 outils indispensables pour créer un environnement sans accident et sans maladie au travail. Et enfin, j'ai une spécialité en ludopédagogie, apprendre par le jeu. Voilà, donc dans mes expériences professionnelles, hein, en tant qu'animateur ou directeur santé-sécurité, j'ai pu créer des jeux et j'ai pu voir l'effet bénéfique d'apprendre par le jeu. Voilà. Donc voilà pour qui je suis. Merci beaucoup, David, et puis merci de cette présence, parce que je pense que voilà, tu fais partie des gens qui essayent d'améliorer et de faire partager ces meilleures pratiques. Et c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation à venir partager au sein des personnes qui suivent la INF un petit morceau de cette culture que tu vas essayer de nous donner le goût. Ouais. Par rapport au constat et des chiffres, je dirais que j'ai présenté tout à l'heure de l'assurance maladie. Quel est ton constat à toi? Alors, Comment ça se... il est le Tu vois même. ça? Si vous prenez les chiffres et puis que vous les divisez par les journées, on est en gros à une personne par minute qui se blesse en France encore. Plus dramatique, on a 10 personnes par semaine. Alors dans les statistiques, là, je sais pas, on ne parlait pas des morts, mais il y a des accidents mortels. Donc il y a 10 personnes par semaine qui rentreront plus jamais à la maison pour profiter de la famille, de leurs amis ou de leurs patients. Et ce que l'on sait aussi, c'est que 98% des accidents ou des maladies auraient pu être évités si la personne avait fait quelque chose de différent. Donc à cela, il y a 2 bonnes nouvelles. D'un côté, on a encore un champ des possibles et un champ de créativité quasiment infini dans le domaine de la prévention, parce qu'on voit qu'on stagne, on est sur des plateaux, hein, et beaucoup d'entreprises qui m'appellent justement, c'est pour casser les plateaux. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a 98% des accidents et des maladies qui peuvent être évités si la personne pose la bonne action, le bon comportement au bon moment. Et là, on a un levier d'action qu'on n'a pas suffisamment utilisé, exploité et qui peut être source de bénéfices pour les entreprises. Et tout à fait, hein, on le voit au niveau national que depuis une dizaine d'années, on a atteint un palier, en effet, sur les accidents et sur les maladies. Donc, c'est quoi ta recette? C'est quoi Alors, cet esprit qu'il faut avoir? moi, je vais vous parler d'une démarche pour aller vers le zéro accident et le zéro maladie. Donc, je ne vais pas vous parler pour diviser par 2 ou pour diviser par 3. Moi, je pense que ce qui est acceptable, ce que l'on devrait tous accepter maintenant à notre époque où on a beaucoup de technologies, on a beaucoup de connaissances, il y a énormément de connaissances à la fois sur les organisations, sur le comportement humain
Donc c'est ce que je considère acceptable et ce dont on devrait tous considérer comme acceptable, c'est vraiment d'atteindre le zéro accident aujourd'hui. Il y a 3 clés, 3 leviers pour ça. Un, l'état d'esprit, santé et sécurité. Je vais y revenir après, je vais le définir. Après, l'état d'esprit, alors on l'a au niveau individuel, et quand on est une équipe, donc dès qu'on a plus d'une personne, d'accord, on a une équipe, on a ce qu'on peut appeler une organisation, donc une composante collective. La composante collective, c'est la culture, et bien évidemment, pour transformer tout ça, eh ben, il faut un leadership santé-sécurité. Donc voilà, en résumé, les 3 piliers sur lesquels moi j'axe toute ma démarche. Alors, tu vas nous présenter un petit peu en détail dans les composantes Ouais. individuelles et collectives, Alors, ou au moins je nous vais donner juste une commencer petite par idée. l'état d'esprit, vous Ouais. définir ce qu'est l'état d'esprit, hein. Donc, c'est une mentalité, une manière de penser et d'agir, une disposition, une intention, une volonté de protection de soi et des autres, de maîtrise des dangers et de partage des valeurs santé-sécurité. D'accord? Donc, voilà ce qui définit l'état d'esprit. Et alors, donc, l'état d'esprit, on dit souvent, hein, il n'a pas l'état d'esprit ou il y a un bon état d'esprit. Ça peut paraître subjectif. Et là, l'idée, c'est justement de le définir le plus précisément possible. Qu'est-ce qu'est un bon état d'esprit santé-sécurité et comment on va pouvoir le transformer en partant d'un point initial. Donc, bien évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité sur cet état d'esprit. Ensuite, on a bien évidemment la dimension donc individuelle, et donc dans cet état d'esprit-là, on va pouvoir travailler un certain nombre de composants. Donc moi, j'en ai défini 8 dans mon modèle. Donc il y a le plaisir, l'attention, la conscience de soi, la réflexion et l'adaptation, les actions prudentes, l'apprentissage, la conscience professionnelle et l'esprit d'équipe. D'accord? Donc ça, c'est les 8 composantes qui sont importantes. Donc par exemple, le sens. Si je prends le sens qui nous donne du plaisir, imaginez que vous marchez sur le bord de la route et que vous voyez 3 personnes au même endroit, au même moment, qui taillent des pierres. Le premier a l'air triste, le second n'est ni triste ni joyeux, et le troisième est particulièrement joyeux. Ils taillent des pierres avec les mêmes outils, il y a la même météo, il y a le même contexte. D'accord? Et quand vous leur posez la question, qu'est-ce que vous faites? Le premier, il dit, moi, je purge ma peine. Le deuxième, moi, j'essaye de nourrir ma famille. Et le troisième, il dit, moi, je construis une cathédrale. D'accord? Donc, on voit que le sens, l'interprétation que l'on a, donc ce qui se passe dans notre tête, l'état d'esprit, va nous donner ou pas du plaisir à l'action. Et donc, tout l'idée, c'est soi-même, quel sens je donne aux activités que je fais. Et bien évidemment, en fonction du sens que je vais donner, je vais avoir plus ou moins de plaisir. Et ça sera la même chose sur la composante collective. Le leader, qu'est-ce qu'il peut faire pour générer du sens, qui génère du plaisir dans ses activités? On dit souvent, n'importe quelle personne est capable de supporter n'importe quel comment à partir du moment où elle a un pourquoi. Et c'est vraiment important, c'est des leviers qui sont vraiment importants et là qu'on peut utiliser en termes individuels, mais aussi pour le leader. À partir du moment où il sait que n'importe quelle personne peut supporter n'importe quel comment, à partir du moment où il a un pourquoi, quel pourquoi il définit qui va donner du plaisir à rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité. La deuxième composante, bien évidemment, c'est la composante collective. Et là, il y a 7 éléments. Donc, la culture doit pouvoir être intolérante, donc intolérante aux accidents mortels, aux accidents, aux blessures, ultimement, tolérante aux erreurs, intégrative, sage. J'ai amené de la sagesse, il faut amener une certaine sagesse dans les organisations. Coopérative, donc comment les personnes interagissent entre elles, apprenante, hein, dans les 2 cas, individuel et collectif, il y a l'apprentissage et apprendre. C'est le lien, c'est le point commun des 2 composantes, et adaptative, comment l'organisation, et aussi on l'a aussi sur la composante individuelle, comment l'individu et l'organisation sont capables de s'adapter. Et on vit dans un monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, on nous vend un monde qui serait toujours le même, stable, sans aucun remous. Ça n'existe pas. D'accord? Le monde de la réalité, même si on essaie de le rendre le plus possible stable, il est instable, il est volatile, il est complexe, il est ambigu. Et donc, il faut développer des capacités d'adaptation. Donc, voilà les éléments dans la composante. Et comment on évalue ça? On évalue ça à travers une échelle de maturité.
Donc, il y a différents niveaux de maturité pour chacune des composantes. Alors, moi, j'ai repris le modèle de Wemstrom et Hudson en 4 niveaux. Donc, non consciente ou réactive, la prise de conscience, la conscience et l'intégration. Donc voilà, donc pour chacune des composantes, on peut évaluer son niveau de culture et on peut, à partir du niveau qu'on a déterminé, passer au niveau supérieur. Voilà un petit peu l'approche de la culture santé-sécurité. Et donc là, on voit un petit peu tout ce qui sont les moteurs pour justement améliorer nos 8 composantes individuelles et les 7 composantes collectives. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, des choses auxquelles le leader sécurité doit faire attention? Alors Auxquelles le oui, leader sécurité doit faire attention? il y en a plusieurs. Alors moi je dirais, le premier c'est la gestion de l'état d'esprit. Notre état d'esprit il fluctue au cours de la journée, il fluctue en fonction des choses que l'on a à faire. La première chose à se poser, donc là par exemple on aurait pu poser, moi quand je fais des webinaires d'ailleurs je pose cette question systématiquement en introduction, avec quel état d'esprit abordez-vous le webinaire? Donc il peut y avoir par exemple l'état d'esprit prisonnier, donc je suis contraint par quelqu'un ou quelque chose à suivre le webinaire, mais j'ai pas du tout envie. Il y a l'esprit vacancier. Bah tiens, ça va me prendre un petit peu de bon temps. Je vais prendre, voilà, ça va me faire un petit peu oublier mes soucis. Ou il y a l'esprit explorateur. J'ai envie d'apprendre. Donc, cet état d'esprit, il fluctue toute la journée. Et comme il fluctue en fonction de la journée, ce qui est important de se poser, c'est est-ce que pour l'activité que je vais faire, j'ai le bon état d'esprit? Et si je constate que j'ai pas le bon état d'esprit, il faut essayer de le switcher. Donc, il y a des techniques pour le switcher, pour le changer, pour qu'il soit en adéquation avec ce que je vais faire. Donc, on a tous pris des risques un jour ou l'autre. On a tous escaladé une montagne, escaladé un sommet, fait du VTT en montagne. Enfin, voilà, on a tous pris des risques. Et si on le fait avec le bon état d'esprit, et le bon état d'esprit, là, par exemple, ça va être d'être alerte en fonction des dangers qu'il y a, eh ben, généralement, on n'a pas d'accident. Donc, la gestion individuelle et collective, le premier point de vigilance, c'est l'état d'esprit. Donc, est-ce que j'ai le bon état d'esprit au bon moment, au bon instant pour l'activité que je vais faire? Après, est-ce que ma culture d'entreprise que je construis, elle est à la fois robuste, agile, performante, résiliente et écologique? Et enfin, il y a un point de vigilance sur le leadership. Donc, effectivement, si on n'a pas le bon leader au bon endroit et si ce leader-là n'est pas capable, dans des organisations notamment qui sont complexes, d'avoir des relais, des leadership relais et de former un maximum de relais ou de créer un maximum de leaders dans l'organisation, eh ben, on n'y arrive pas. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas donner la vision, qui ne va pas afficher, ben oui, moi je veux que les gens qui travaillent pour moi repartent à la maison sans blessure à la fin de la journée. Donc il a pas de vision, il ne sait pas donner du sens, ça c'est un point de vigilance. Pareil, s'il ne sait pas influencer les croyances et les valeurs de ses collaborateurs, s'il ne sait pas générer de l'enthousiasme, s'il ne sait pas générer d'implication et d'engagement, et en fait aussi s'il n'est pas exemplaire et crédible. Donc là, je vous donne en même temps les 5 clés d'un leader en santé et sécurité. Et bien évidemment, si elles font défaut, c'est des points de vigilance. Donc, on a 2 points de vigilance. Est-ce que j'ai un état d'esprit à vouloir apprendre? Et d'ailleurs, Einstein, il disait, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment pour toutes les entreprises que j'accompagne qui sont à des phases de plateau. Donc, en fait, quand on est à une phase de plateau, il faut arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on ne fait que de reproduire la même chose et on espère un résultat différent. Et c'est là qu'il faut remettre en cause son état d'esprit et aller chercher, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, de réellement nouveau, que j'ai jamais fait, qui va pouvoir me décrocher, me casser mon plateau dans lequel je suis, tout en étant, bien évidemment, écologique et éthique pour l'organisation. Je crois que c'est toujours très important d'aller voir un petit peu ailleurs, voir ce que les autres font, la curiosité aussi pour essayer de comprendre et puis essayer, je crois, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi cette part de risque de dire on essaye de faire légèrement différemment pour avoir un résultat différent. Absolument. Ça, c'est des points de vigilance à avoir. S'il n'y a pas cet état d'esprit, ça va être difficile. Et des fois, par exemple, ça m'est arrivé, je vais prendre un exemple, dans une organisation où j'ai travaillé, il y avait les visites comportementales qui avaient été mises en place, il y a moins 20 ans.
de cela. Donc, ils étaient pionniers à l'époque. Hein, et donc, à un moment donné, l'outil, il était plus efficace. Et donc, il fallait prendre une décision de se dire, OK, on arrête cet outil pour en créer un autre, différemment. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne vont pas continuer à l'utiliser, mais c'est plus celui sur lequel on va focaliser de manière proactive pour voir s'il nous permet d'avoir de la performance. Non, il a été utile à un moment donné, maintenant il est plus utile, il faut qu'on trouve autre chose. Et c'est là où je disais au début, on a un champ de créativité encore très important pour trouver justement les leviers qui permettent d'aller chercher les outils qui nous permettent de décrocher d'un plateau à laquelle on est. Alors, question suivante, David. Je me mets à la place des personnes qui nous suivent là maintenant. Demain, je vais mettre en place cette démarche de zéro accident, zéro maladie. Concrètement, on démarre comment demain matin? Alors, concrètement, si on veut atteindre le zéro, il faut qu'il y ait le leader de l'organisation qui le veuille. C'est-à-dire qu'il affiche sa vision d'un zéro accident et zéro maladie au travail. Il faut aussi qu'il croit que c'est possible, est primordial et nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre alternative possible. Il faut aussi qu'il y ait une priorité dans les valeurs. Donc, effectivement, quand on travaille pour une organisation, l'objectif de l'organisation et l'objectif de ma société, c'est de gagner de l'argent. OK, mais qui crée la valeur dans l'organisation? Qui crée la valeur dans l'organisation? À chaque fois que je pose cette question, tout le monde me répond, les personnes. Et donc, la valeur prioritaire, c'est la valeur des personnes. Et ça, c'est très important d'avoir la bonne priorité des valeurs. Et d'ailleurs, j'ai un slide qui le dira tout à l'heure, Richard Branson, il le dirait bien, si je prends soin de mes employés, ils prendront soin de mes clients. Et ça fait partie des croyances, vous voyez. Il faut croire que zéro accident, mais c'est pas la seule. Il faut voilà, avoir des croyances qui vont être ressources. Et puis, il faut savoir générer de l'émotion positive, c'est-à-dire de la joie, de la fierté à rentrer sans blessure tous les jours à la maison. Et c'est quelque chose qu'on banalise et qu'on répète pas assez dans les organisations. Donc voilà, par exemple, 4 éléments qui sont primordiaux. Et bien évidemment, ça, c'est conduit par un leader dans l'organisation. Moi, je ne peux pas atteindre le zéro si le leader, le plus haut niveau de management, le plus haut niveau de dirigeant dans l'organisation ne le souhaite pas ou pense que c'est impossible. Être incarné par le dirigeant et ensuite décliné à l'ensemble de l'organisation. Et ensuite décliner, absolument. S'il y a d'autres personnes dans l'organisation en dessous du leader, ça pourra se travailler, mais le premier point, c'est le leader. S'il ne l'est pas, il ne sera pas forcément exemplaire, il ne saura pas donner du sens. Donc, ça va revenir au point de vigilance qu'on avait mentionné. Il va, sans le vouloir, torpiller la démarche. Il y a une notion d'exemplarité aussi par rapport à ce que tu nous dis là. Et ensuite, eh bien, comment est-ce que tu mesures ça? Est-ce que tu prends en compte tout? Quand on dit zéro accident, c'est zéro absolu? Comment est-ce que tu vois cette chose-là? Alors, donc, bien évidemment, là aussi, il faut partir en fonction du niveau de maturité que l'on a. Là, je vais vous prendre l'exemple de la pyramide de Bird. Donc, Bird, c'était un statisticien, il travaillait dans les assurances avec Heinrich et tout ça. Ils ont fait des études, ils ont compilé des données, ils sont arrivés sur des formes, des concepts en pyramide, où la pyramide, elle dit les événements les plus dramatiques sont les plus rares et les événements les moins dramatiques les plus importants. Donc on sait, là je vous présente un modèle, il y a différents modèles avec différents chiffres, mais grosso modo, vous disent à peu près la même chose. Pour 2 millions d'actes dangereux et de conditions dangereuses, on a 240 000 presque accidents, on a 20 000 blessures, on a 400 accidents et on a un accident mortel. On a la même ordre d'idée pour tout ce qui est sécurité des procédés. Donc bien évidemment, si on est dans une organisation où on a encore des accidents mortels, la priorité, ça va être de focaliser sur les accidents mortels. Donc qu'est-ce que je mets en place pour que dans mon organisation, c'est la pire des choses, hein. Moi j'ai vécu une fois un accident mortel où j'étais en responsabilité sur le champ des opérations. C'est dramatique. On ne peut pas ne pas penser à ce que ça pourrait nous arriver, comment notre famille vivrait ça, comment on va l'annoncer à la famille, comment elle va vivre après sans son papa, sans sa maman, enfin comment ils vont s'organiser. C'est le plus haut niveau de bouleversement. Donc c'est vraiment là où on doit être le plus intolérant.
Et donc, en fonction, si on a encore des accidents mortels, on va focaliser sur les accidents mortels, les accidents graves. Après, les accidents que l'on déclare, bien évidemment, selon notre système français. Et plus on va avancer dans la maturité, après, on pourra passer aux blessures. Les presque accidents et les actes dangereux, les conditions dangereuses, on ne pourra jamais les éliminer. D'accord? Ils font partie de la vie. La vie fait que on est des machines à erreurs. On fait entre 5 et 10 erreurs par heure. Donc forcément, à un moment donné, on va poser des actes dangereux. On va rencontrer des conditions dangereuses. Il n'y a pas de monde idéal. Même quand on a un escalier avec une rampe, les patins antidérapants, les chaussures de sécurité antidérapantes, on a encore des gens qui tombent. Donc, on n'essaie pas d'éliminer les conditions dangereuses. Donc, bien évidemment, on va adapter, l'organisation va s'adapter en fonction du niveau de maturité qu'elle a. Si elle a par exemple plus d'accidents déclarés, on va essayer d'aller éliminer les blessures. Et là, c'est déjà assez difficile. Donc généralement, pour répondre à ta question, on va rester au niveau des accidents avec arrêt. C'est quelque chose d'assez bien pour commencer comme premier objectif. Et on pourrait aussi s'élargir par rapport au type de salarié, je dirais, au type de personnes présentes sur un même site. Élargir progressivement aux intérimaires qui sont normalement pas déclarés par l'entreprise, aux personnels extérieurs qui peuvent venir, aux sous-traitants présents sur le site. Bien évidemment. Donc là, c'est pareil, ça va être en fonction du niveau de maturité. Imaginons, on commence par une entreprise, elle a beaucoup d'accidents avec son personnel. On va déjà commencer à être exemplaire avec son personnel. Après, on va étendre aux intérimaires, aux sociétés extérieures et pourquoi pas avec des niveaux de maturité plus importants sur des sites, par exemple, qui sont Céviso. On va aussi prendre en compte la santé et la sécurité des riverains. D'accord? Donc, on peut aller étendre et ça dépend du niveau de maturité. Et moi, je suis plutôt pour le step by step, donc étape par étape. Ça sert à rien de vouloir tout de suite obtenir zéro blessure si on a encore des accidents mortels. Et il va falloir franchir des paliers de maturité et ces paliers peuvent se franchir plus ou moins vite. Alors, une chose que je n'avais pas dit dans la pyramide de Bird, mais là, je vois en la regardant, c'est qu'il y a des flèches blanches. Alors, pour ceux qui se demandent ce que signifient les flèches blanches, c'est tout simplement c'est qu'on s'était pas rendu compte qu'il y avait certains actes dangereux et certaines conditions dangereuses qui génèrent directement des accidents mortels. C'est-à-dire, il n'y a pas l'effet de statistique. Donc ça, j'avais vu ça il y a 10 ans. Je me rappelle, j'étais allé faire une conférence en Angleterre et il y avait un autre directeur santé-sécurité de chez Cargill à l'époque qui nous avait présenté une courbe. Il avait dit, voilà, on a quasiment atteint zéro accident. Et puis, il avait eu l'honnêteté de nous montrer sa courbe des accidents mortels et sa courbe des accidents mortels était encore élevée. Et donc, il disait, voilà, on a dû se tromper d'objectif. La pire chose qu'on veut pas qui nous arrive. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on s'attaque au début à tous les actes dangereux et toutes les conditions dangereuses. Et bien évidemment, au début, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui peut générer un accident mortel. Et moi, c'est ce que j'appelle, par exemple, les règles pour la vie. Donc, la première chose à établir en termes de règles, c'est est-ce qu'on a des règles pour la vie, des règles qui sauvent la vie. Voilà, pour éviter, pour qu'on soit sûr que les personnes qui sont exposées à ces dangers ne le transforment pas en accident mortel. Voilà, on joue pas à la roulette russe quand on vient travailler. Il y a beaucoup de progressivité. Bon, on va y revenir parce que je vois qu'il y a une question qui est intéressante, mais on la prendra plutôt à la fin du webinaire. Je te laisse nous donner quelques exemples aussi, parce que on dit zéro accident, mais concrètement, est-ce que des entreprises ont réussi? Est-ce que c'est combien le zéro accident? C'est combien de temps ça dure, etc., etc. Donne-nous envie d'y aller. Alors, ouais, alors, donc déjà, est-ce que c'est possible de réussir? Alors, moi, je vais vous dire que oui. Et ça dépend des croyances que l'on a et de la vision que l'on a. Alors, je vais reprendre un vieil exemple, mais il est parlant. C'est Kennedy qui dit, avant la fin des années 60, on aura envoyé un homme marcher sur la Lune et on l'aura ramené sain et sauf sur Terre. Donc, cet homme, voilà, il affiche une vision avec une croyance déterminée. D'accord? Ça, c'est le premier point. Bien évidemment, lui, tout seul, il ne sait pas comment faire pour envoyer quelqu'un sur la Lune. Donc, il va avoir besoin de ressources.
Et donc là, il y a tout un programme qui va se mettre en route, qui va se structurer, qui va acquérir des connaissances, de la compétence. D'accord? Donc, c'était le programme spatial Apollo. Et enfin, une fois qu'on a les ressources, on va petit à petit focaliser ces ressources sur l'objectif, sur la vision, sur la croyance que l'on a, et on va pouvoir le réaliser. Et à force de persévérance et de conviction, parce qu'ils ont eu des échecs, ils ont réussi à envoyer des personnes marcher sur la Lune et les ramener sains et saufs. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui y arrivent? Oui. Il n'y a pas une semaine, j'ai encore tout à l'heure félicité une entreprise, Ecolab, qui a obtenu 1,4 million d'heures sur un site industriel. Donc, c'est une excellente performance. Il faut savoir que quand on atteint à peu près 1 million d'heures sans accident au travail, on commence à devenir best in class. 2 millions, on commence à devenir très bon. Supérieur à 5 millions, on est très très bon. Et aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des entreprises qui sont capables de repousser ces limites jusqu'à 10 millions d'heures. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, voilà, chacun démarre à son niveau. On peut mesurer en nombre de jours. Moi, je préfère mesurer en nombre d'heures parce que dans le nombre d'heures, on compte toutes les heures de tous les salariés concernés. Et là, on peut inclure les intérimaires, les sociétés extérieures, voilà, tous les prestataires donc, qui apportent, qui créent la valeur pour l'organisation. Et donc, bien évidemment, des fois, on n'a pas là, par exemple, quand je montre quelques exemples, je ne sais pas le scope et quelle définition ils ont pris, mais globalement, les définitions que les personnes prennent, c'est accident de travail avec arrêt. Donc, à partir du moment où il y a plus d'un jour d'arrêt, et voilà, donc 1 million, là 2,5 millions, on arrive même à atteindre ces performances-là sur des chantiers de construction. Donc moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, dans la construction, il y avait le taux de fréquence le plus élevé, c'est là où il y a le plus d'accidents mortels. Et aujourd'hui, on est capable de faire des chantiers, de construire des usines toutes neuves et de ne pas avoir d'accidents de travail avec arrêt. Et pourtant, on est dans des contextes qui sont évolutifs à l'extrême. D'accord? Donc là, j'ai encore d'autres exemples. Vous voyez, 10 ans sans accident, 3 ans sans accident avec arrêt, 4 ans, voilà. Donc, 1 an, partez de où vous pensez, mais essayez de progresser. Ayez cette volonté d'apprendre, de progresser et de repousser toujours la limite. C'est un peu comme si on essayait de faire du saut en hauteur. On est capable de sauter 1 mètre, après on va tenter 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Voilà, on y va progressivement en fonction, à un moment donné, les limites, ça sera sa capacité à se remettre en cause et puis les ressources aussi, quelque part, à un moment donné, peuvent être un élément limitant. Donc voilà, c'est possible. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui repoussent les limites. Et moi, j'en suis vraiment content et c'est pour ça que moi, je veux travailler avec des entreprises qui vraiment visent le zéro, qui ont envie d'atteindre le zéro, parce que je sais qu'on va pouvoir définir des choses et atteindre des niveaux de performance. Et là, alors, un élément important, Eric, que tu m'as pas posé encore comme question, c'est alors quelle incidence ça pourrait avoir sur la performance? Alors moi, j'avais fait, à un moment donné, j'étais responsable d'une quinzaine de sites. Et donc, j'avais fait à mon échelle, mais j'avais comparé ça parce que je faisais aussi partie d'un club de directeurs santé-sécurité. On s'était rendu compte que quand les indicateurs proactifs que l'on a définis et les indicateurs réactifs en santé-sécurité sont bons, d'accord, généralement, les indicateurs qualité, les indicateurs coût, les indicateurs productivité sont aussi bons. D'accord. Et il y a même un leader. Et donc rentabilité. Voilà, et donc rentabilité. Voilà, et donc rentabilité. Il y a même des leaders qui considèrent aujourd'hui que si tu ne sais pas manager la santé et la sécurité de tes salariés, tu ne sais pas manager un business. Voilà, donc toi, ça rejoint l'idée, la croyance de Bronson qui dit, ben voilà, prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de vos clients. Et le premier focus que vous devez avoir, c'est sur vos salariés. Tout à fait, tout à fait. Je partage et la INF qui fait vraiment de la prévention une des conditions à la réussite des entreprises, de mettre en place des actions de prévention dans tous les domaines de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie.
On partage totalement cette vision que c'est pas en opposition au travail, c'est pas du travail en plus. Le fait de prendre soin de la sécurité d'un collaborateur, c'est avant tout prendre soin du business. Le jour où un accident arrive, c'est souvent une grosse catastrophe. Et une autre croyance que l'on a, c'est que dans les petites organisations, c'est pas si grave, alors que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'accident du travail dans une petite organisation va encore plus déstabiliser et avoir un impact fort sur le travail, sur le travail en tant que business. Contrairement, je dirais, à un grand groupe où une personne peut être plus rapidement remplacée. Ah oui, oui. Et moi, j'ai par exemple des clients qui m'appellent, des petites sociétés qui ont 100 ou 60 personnes. Alors, c'est pas la majorité de mes clients, c'est plus des sociétés plus importantes. Mais aujourd'hui, il y a des sociétés, ils se rendent pas compte. Ils ont 60 personnes ou 100 personnes et ils ont 10 accidents par an. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Ils se sont presque même habitués à ce que leur personne soit absente et ça les fragilise énormément parce que c'est de la valeur ajoutée qui n'est pas apportée à l'organisation. C'est un savoir-faire qui n'est pas apporté aux clients. Et donc, c'est quelque chose de dramatique. Ils n'imaginent pas à quel point, des fois, ils mettent en danger leur business parce qu'ils ne prennent pas assez soin de leurs salariés. Question suivante, David, et puis je vois on a plein de questions sur le côté qu'on prendra Ouais. tout à l'heure, hein. D'ici quelques minutes, on essaiera d'y répondre. Quels sont les prérequis, David, sur la Alors, mise en place de cette démarche? Alors, les prérequis, alors un mot que j'ai appris il y a pas longtemps, parce que en fait, je cherchais, je me suis dit, mais il manque un mot dans la définition de la langue française, parce que on peut prendre conscience, on peut avoir la volonté, et pourtant on pose pas les actions. Et je m'étais dit, mais mince, qu'est-ce qui déclenche la mise en action? Et j'ai trouvé ce mot récemment, donc il s'appelle volition, c'est la contraction de volonté et d'action. D'accord. Donc c'est un peu comme une énergie d'activation. Donc on voit, on peut avoir conscience. Par exemple, on a conscience qu'il y a des problèmes avec le climat. C'est pas pour autant que nos dirigeants sont capables de définir une vision et de donner du sens pour qu'on résolve les problèmes. Donc on peut prendre conscience des choses, on peut avoir la volonté de changer, et pour autant on ne passe pas à l'action. Et c'est vraiment le passage à l'action qui est déterminant. Donc le prérequis, c'est une volonté d'agir. C'est ce que j'appellerais une énergie d'activation. Cette énergie d'activation, bien évidemment, c'est les croyances et les valeurs que l'on a, que l'on porte pour son organisation. Donc ça, c'est les principaux prérequis. Voilà, une volonté d'agir. Et ça dure longtemps, cette démarche? Alors, Une donc, fois qu'on est au sommet, là, on fait quoi après? alors, dans la même formule, hein, donc on lance l'énergie d'activation pour démarrer, alors, parce que peut-être que je suis chimiste, que je parle de ça, hein, on lance l'énergie d'activation, on démarre la démarche, et bien évidemment, l'énergie, après, ben, comment on va la garder constante? Et c'est la même formule, c'est les croyances et les valeurs qui nous permettent de durer dans le temps. Quand on croit, quand on est déterminé, la détermination nous permet de passer au stade de la persévérance, donc de continuer à persévérer. Et on persévère pourquoi? Parce que la chose la plus importante que l'on croit, c'est que les personnes qui créent la valeur de l'organisation, que c'est les personnes qui créent la valeur dans l'organisation. Voilà. Donc, avec cette formule et avec ce mot, voilà, on a l'essentiel du prérequis. Et bien évidemment, tout ça, eh ben, c'est l'état d'esprit. On revient à la définition de l'état d'esprit. Et quand je mets ce petit bonhomme avec l'ampoule, ben, c'est pour l'aspect créatif. Donc, comment on peut être créatif et trouver des nouveaux outils qui nous permettent d'aller chercher de la performance? Et bien évidemment, il y a aussi les engrenages, parce qu'on est fait d'automatismes et qu'à un moment donné, c'est la créativité qui nous permet d'aller modifier les automatismes et de toujours nourrir cette énergie pour avoir cette volonté de maintenir. Donc effectivement, c'est pas évident, hein. Je suis pas en train de vendre que c'est facile. C'est un vrai parcours. Alors, j'allais pas dire du combattant. C'est pas forcément. On n'a pas besoin d'être un combattant, mais c'est un vrai parcours semé d'embûches, parce que le comportement humain, c'est très complexe. Les interactions des humains entre eux dans des organisations, c'est très complexe. Mais je te dis, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a suffisamment de connaissances pour atteindre des hauts niveaux de performance. Et d'ailleurs, de plus en plus d'organisations le démontrent et le publient.
et en sont fiers. Donc voilà, bientôt, j'espère que c'est ceux qui n'y arrivent pas qui seront pointés du doigt en disant, alors, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que vous avez encore pas réussi, vous? C'est quoi la valeur de votre organisation? Pourquoi vous ne protégez pas et vous ne prenez pas soin de la première valeur dans votre organisation? Alors, par rapport à ça aussi, pour commencer et pour durer, moi, si tu me laisses l'opportunité, je voudrais vous présenter 5 clés pour atteindre et maintenir 0 accident et 0 maladie au travail. Un petit résumé, un petit condensé de ce qu'on a vu. Et la première clé, la première question à vous poser, c'est: est-ce que je crois personnellement, moi, que 0 accident et 0 maladie au travail, c'est possible? Et moi, par exemple, depuis que j'exerce, j'ai toujours eu cette volonté du zéro. Mais j'ai eu des doutes des fois. Parce que, en fait, la réalité nous montre des fois le contraire. Donc, par exemple, je me rappelle, j'ai fait le démarrage de plusieurs sites industriels. Et le premier site industriel dont j'ai fait le démarrage, je sortais d'une mise en conformité 9340, j'étais content, je m'étais dit, voilà, tout est bien, l'environnement est sécurisé, et je me suis retrouvé sur les 55 usines au niveau mondial, la dernière avec le plus d'accidents. Et donc, je ne comprenais pas. Et donc, bien évidemment, ça vient remettre en cause vos certitudes, de dire, oui, il n'y a pas que les conditions qui sont importantes, il y a aussi les comportements. Et comment j'agis sur les comportements, comment j'agis sur l'état d'esprit pour créer les bons comportements. Donc, 0 accident, est-ce que vous y croyez? Vous voyez, par exemple, là, je vais reprendre un autre exemple, Caterpillar. Donc, ils construisent des engins de construction. Voilà, c'est de la grosse industrie. Ils ont été capables d'aller chercher 9 millions d'heures sans accident de travail avec arrêt. Voilà. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont capables de repousser les limites. Donc, moi, ce que je veux essayer de vous dire, c'est, si vous n'y croyez pas encore, moi, je vous montre et je vous prouve qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont trouvé la clé et les clés dans leur organisation. Parce que mon métier, tu vois, on sait, j'ai dit, il y a 3 clés tout à l'heure. Il y a l'état d'esprit, il y a la culture et il y a le leadership. Mais cette clé-là, d'accord, elle est connue de tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est trouver l'écran. Parce que chaque porte, donc chaque organisation a une serrure différente. Et donc, il va falloir aller trouver le bon outil, le bon message, la bonne culture qui va correspondre à l'organisation pour aller ouvrir cette porte du 0 accident. Le deuxième, est-ce que j'ai personnellement ou mon organisation affiché l'objectif de 0 accident et 0 maladie au travail? C'est pas la même chose quand on se lève le matin et qu'on se dit, voilà, moi ce soir je veux rentrer en pleine forme et en pleine santé, profiter de ma famille. C'est pas la même chose que quand on ne s'est pas fixé cet objectif. D'accord, le fait de se fixer l'objectif va nous pousser à des actions, donc à des comportements différents. Le troisième élément, est-ce que mes croyances sont ressources pour atteindre mon objectif de 0 accident et 0 maladie au travail? Donc, on a tous des croyances sur la santé et la sécurité. Donc là, je vous ai mis par exemple en vert les croyances qui pourraient être ressources et en rouge les croyances qui ne sont pas ressources. Les croyances qui vont nous limiter. Donc, par exemple, penser l'accident, c'est la faute du blessé. Est-ce que c'est ressource ou pas pour atteindre le 0 accident? Et à chaque fois, il faut vous poser la question, et ça, c'est des animations que vous pouvez faire avec vos comités de direction, c'est qu'est-ce qu'on croit sur la santé et sécurité? Ok, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que cette croyance actuelle va nous aider ou pas à atteindre notre vision? Et si ça nous aide, on la garde. Si ça ne nous aide pas, il faut l'éliminer, cette croyance. Je sais que ce n'est pas facile d'éliminer une croyance, mais c'est tout l'enjeu justement de transformer la culture et l'organisation de l'entreprise. D'accord? Donc si je résume déjà la clé 1 à 3, je pourrais le résumer avec ce que disait Richard Branson: les employés viennent en premier, pas les clients. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. Donc par exemple, afficher 0 accident et 0 maladie au travail, c'est possible, nécessaire et primordial. Nous le devons par respect, par dignité aux hommes et aux femmes qui chaque jour contribuent à la valeur de l'organisation. Il n'y a pas d'autre alternative possible ou même imaginable ou concevable. Donc là, on part dans un état d'esprit, tu vois, qui va être favorable. La clé numéro 4, une fois qu'on a posé ces concepts de vision, de croyance et de valeur, est-ce que j'ai effectivement la structure et les ressources nécessaires dans mon organisation actuellement? Et aujourd'hui, si on a vraiment cette volonté,
Je dirais à partir du moment où on a une volonté, on a tous eu la volonté, je sais pas, d'acheter une voiture, d'acheter une maison, d'acheter peut-être un téléphone qui nous a plu. On sait trouver les ressources. Pour les choses vraiment que l'on veut, Eric, c'est ça qui est fort passionnant dans le développement humain, dans le potentiel humain, c'est qu'on est capable d'aller trouver les ressources. Donc quand on veut vraiment, on trouve les ressources. À l'époque, ça a coûté des milliards d'envoyer des hommes marcher sur la Lune, mais ils ont trouvé les ressources. D'accord? Ils ont trouvé les compétences. Ils se sont construits, ils se sont organisés. D'accord? Et à partir du moment où on a ça, eh ben, on commence à avoir là des sérieux atouts pour réussir. Et une dernière clé, est-ce que chaque personne dans l'organisation agit et apprend à s'adapter? Hein? Faut savoir, est-ce que tu sais combien de fois on est tombé avant d'apprendre à marcher? En moyenne. Beaucoup. Beaucoup. Donc, il y a des gens qui ont compté, ils disent à peu près 2000 fois. D'accord? Donc, 2000 fois. Qu'est-ce que nos parents ont fait? Qu'est-ce que nos parents ont fait pour qu'on réussisse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis à marcher. Ils nous ont remis à marcher, quoi d'autre? Encourager. Et ils nous ont encouragés. Voilà, tu as dit le mot. Ils nous ont encouragés. Donc, en fait, l'homme apprend par essai, erreur, ajustement. D'accord? Et nous, ben, pour apprendre à nos enfants à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On crée un environnement sûr où s'ils tombent, ben, ils ne vont pas se cogner la tête contre un truc pointu. D'accord? Et puis le reste du temps, ben, on les encourage et on sert de modèle. Voilà les trois éléments. D'accord? Et l'enfant, il n'a pas de procédure pour apprendre à marcher. On ne lui donne pas une instruction qui fait 50 pages, même avec des photos ou des trucs où on lui dit il va falloir contracter tel muscle, tel machin pour tenir en équilibre, poser un pas. Non, il va essayer en nous observant. Il va faire des erreurs, il va s'ajuster, il va essayer, il va faire des erreurs, il va s'ajuster. Et ça, c'est vraiment un des éléments clés de l'action, c'est comprendre que on fait des essais, il y a des erreurs, c'est normal, et on s'ajuste. Et on apprend à s'adapter en fonction du contexte et des circonstances. Ça, c'est la cinquième clé. Et voilà les 5 clés que je voulais partager avec toutes les personnes, tout le réseau de la INF. Hein, et encore, vraiment, vous faites quelque chose d'extraordinaire. De vrai, c'est très difficile et je pense qu'on est en deçà des performances que la France pourrait mériter dans ce domaine. Mais voilà 5 clés. Est-ce que je crois que zéro c'est possible? Est-ce que je me suis fixé l'objectif? Est-ce que j'ai choisi mes croyances qui vont être ressources pour moi? Est-ce que je me suis structuré? Et est-ce que j'agis et j'apprends à m'adapter? Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager à tous. Un grand merci, David, pour cette présentation et ce partage de connaissances et de ressources. Avant de prendre les questions qu'on a eues sur le côté, j'allais juste en poser une autre, puisqu'on avait abordé le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à taire les accidents? C'est-à-dire, si c'est tellement affiché comme quoi l'objectif c'est le zéro accident, est-ce que il n'y a pas un risque, ou alors comment est-ce qu'on met en œuvre, quelle stratégie mettre en œuvre pour éviter que les accidents, sauf accidents mortels, que les accidents soient tués tout simplement, soient non déclarés parce que c'est devenu totalement irréaliste, impossible à penser de déclarer un accident. Alors, tout à fait. Alors, donc, ça, on ne peut pas éviter l'effet pervers que tout être humain peut avoir en fonction du contexte, de la situation, de la pression qu'il va avoir. Et effectivement, moi, je l'ai rencontré dans une organisation où j'ai travaillé personnellement. Un leader qui avait une vision et qui était quelqu'un de très bienveillant, mais des managers intermédiaires qui n'avaient pas les capacités, qui souhaitaient pas développer les capacités, qui faisaient un petit peu les petits chefs et qui, pour obtenir des objectifs et obtenir le bonus, cachaient les accidents. Donc ça, c'est des démarches que je déplore et j'essaye, moi, d'avoir une démarche éthique et de vraiment ramener l'état d'esprit de OK, si on n'a pas trouvé, il faut se reposer la question justement avant que l'alerte ne soit sonnée avec un accident mortel. Donc il peut y avoir des abus, il peut y avoir de la complaisance. Et ça fait encore partie des choses dans la culture, dans les 7 éléments de l'aspect collectif, donc de la culture de l'organisation. Il y a un critère qui s'appelait intolérance, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, et dans l'intolérance,
Moi, j'aime bien qu'on fixe à un moment donné, OK, on va être intolérant, par exemple, pour les règles pour la vie. Donc, une personne qui dévie sur une règle où il s'expose à un accident mortel, eh ben, il sera sanctionné plus durement ou même exclu de l'organisation. Eh ben, la même chose pour un directeur d'usine qui serait tenté de camoufler les résultats pour avoir ses primes et ses bonus. Il faut que ça soit clairement affiché. OK, si à un moment donné tu sous-déclares ou on apprend que tu as caché des déclarations, eh ben, tu sortiras de l'organisation. Et c'est pas suffisamment posé dans certaines organisations et donc ça amène à des dérives. Et tout le monde est complaisant hein, parce que si peu que ça soit lié à une chaîne de bonus, eh ben, tout le monde finit par fermer les yeux. Et ça m'a amené, moi, à quitter une organisation à cause de cette culture qui, je pense, n'était pas éthique. Et effectivement, on peut se retrouver avec des salles, avec des gens qui sont à la maison et qui ne sont pas en train d'apprendre, de contribuer à la valeur. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'ils ne sont pas rentrés dans les statistiques. Et ça, c'est quelque chose qui me dresse les cheveux. Les miens aussi, mais j'en ai plus beaucoup. Peut-être, je vais prendre une des premières questions qu'on a vu passer sur le chat, et puis Ouais. je vais t'orienter un petit peu sur la réponse. Il y avait une question de Stéphane Razinski. Pouvez-vous donner des exemples d'indicateurs proactifs et réactifs? Et j'aurais voulu peut-être que tu, justement, par rapport à cette notion d'indicateur et de bien utiliser un indicateur, peut-être que tu nous parles de la cross-sécurité. Alors, oui, alors dans ces cas-là, je vais revenir sur, effectivement, je disais tout à l'heure, j'ai des modules d'apprentissage en ligne qui sont accessibles. Hein, et dans un des modules d'apprentissage que j'ai développé, il y a les 4 outils indispensables. Et dans les 4 outils indispensables, il y a le board de management. Et le board de management, ça, c'est quelque chose qui m'est venu quand on a commencé les démarches Lean Manufacturing. Donc, je sais que tu es un spécialiste des démarches Lean Manufacturing, hein, donc développé par Toyota. Donc, je me rappelle, au début, moi, ça m'avait fait excessivement peur. Je m'étais dit, voilà, ça va être difficile. Et en fait, quand j'avais passé un petit peu de temps avec les consultants, c'est eux qui m'avaient appris, mais voilà, si tu sais pas manager la santé et la sécurité, tu sais pas manager le business, ça c'est une croyance qui m'est venue d'eux. Je crois que je l'avais même pas à l'époque. Et un des premiers outils qu'ils mettent dans la revue des indicateurs journaliers, c'est la croissance et sécurité. Et dans la croissance et sécurité, il y a un code couleur. Alors à l'époque, il était basique, c'était vert ou rouge. Et moi, j'ai rajouté par la suite une couleur bleue. Alors, je vais vous expliquer la signification de chaque couleur. Donc, en gros, la couleur rouge, c'est quand il y a eu un accident. Donc, quelqu'un qui ne peut pas occuper son poste et qui est resté chez lui, on va passer l'indicateur au rouge. Vert, tout le monde est présent. Et bleu, on a des remontées de presque accident ou de situations dangereuses ou de comportements dangereux. D'accord. Et chaque jour, cette croix santé-sécurité, elle doit être managée chaque jour à chaque équipe. Et il y a 2 questions à poser qui sont simples, ça prend 5 minutes. Et c'est là que c'est fort. Alors, ça peut prendre un peu plus de 5 minutes s'il y a des problématiques particulières, mais en gros, la première question, c'est est-ce que hier, quelqu'un s'est blessé au travail? D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'empêche de travailler en santé et en sécurité? Voilà un petit peu les 2 questions fondamentales. Donc, vous voyez que ça prend 5 minutes. OK. Est-ce que quelqu'un, hier, a manqué d'avoir un accident, a manqué de se blesser ou s'est blessé? Oui, non. Donc, si c'est oui, je mets ma croix en vert. Si c'est non, elle passera peut-être en bleu si c'est pas quelqu'un qui est resté à la maison. Mais si par exemple, il y a quelqu'un qui en profite pour faire une remontée de danger, et la même chose pour aujourd'hui. OK, est-ce qu'aujourd'hui, sur le poste, il y a quelque chose qui nous empêche de travailler en santé et sécurité? Voilà 2 questions qui sont ultra puissantes et qui, si elles étaient faites tous les jours correctement et posées avec des actions qui soient posées en fonction des réponses qu'on a données, on crée de la confiance dans le processus et les gens remontent et on est dynamique. Et donc, la question que je pourrais te poser, à ton avis, par rapport à la définition que j'ai donnée, est-ce qu'il vaut mieux avoir une croix verte ou une croix bleue? On va dire une croix bleue pour avoir justement ces remontées d'informations et la capacité de régler les problèmes. Absolument. Donc généralement, c'est rare d'avoir une croix complètement bleue. Hein. Elle sera vert et bleu, mais il y aura une bonne partie qui sera en bleu. Et effectivement, moi j'avais fait des études sur, par exemple, une équipe de 60 personnes. On sait qu'on a un potentiel entre 4 et 10 actes et situations dangereuses sur le poste.
Donc, ça veut dire que tous les jours, on a un potentiel sur une équipe de 50 à 100 personnes d'une dizaine de choses qui pourraient être source d'apprentissage. Et effectivement, si les personnes nous les remontent en confiance et qu'on les traite, on régénère la confiance qu'elles nous les remontent quand ça se reproduit. Et bien évidemment, il ne faudra pas rentrer dans la folie selon Einstein et refaire toujours le même cycle. Et si il y a une répétition, par exemple, sur une même action, il faudra changer l'action qu'on a entreprise. Voilà. Merci pour cette réponse. Désormais, si quelqu'un veut poser une question, je dirais qu'il ouvre le micro et puis on va les prendre au fur et à mesure. Et puis s'il n'y a pas de questions, on va relire les questions qui ont été posées sur la droite. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, bonjour, Alexandre Brisson, société KSB. Alors, merci beaucoup, David, pour toute la présentation. Moi, j'avais une question, c'est concernant l'objectif zéro accident. Alors, personnellement, j'y crois, mais effectivement, c'est revenu dans les questionnaires et c'est une question que je me pose moi-même. C'est que la tendance qu'on a au niveau des entreprises, c'est de prendre cet objectif zéro, d'y assortir une prime derrière. Et à partir de là, on ajoute une pression sociale à l'accident, c'est-à-dire que le gars qui va se blesser, c'est le gars qui va retirer le bonus à tout un ensemble de l'entreprise. Et est-ce que la stratégie serait pas de poser cet objectif de zéro en tant que vision d'entreprise et ensuite d'avoir des KPI plutôt proactifs dedans sur lequel on peut y assortir un bonus? Et moi, j'aurais voulu avoir votre expérience, votre retour d'expérience en tant que directeur HSE sur ce point-là. Comment vous avez vécu ces situations dans votre expérience? Ok, donc je l'ai vécu. J'ai vécu moi à la fois donc on avait mis en place une prime sur l'intéressement par exemple au niveau collectif. Et il y avait aussi du CIO jusqu'à l'opérateur un bonus lié à l'accidentologie. Moi, j'en suis un petit peu revenu. Donc, à un moment donné, au début de la démarche, ça a des effets bénéfiques. Et à un moment donné, c'est pareil, l'outil n'est plus adapté. Donc, on pense que on doit toujours continuer à utiliser le même outil en fonction qu'on évolue. Ben non, c'est comme si je vous disais, vous allez porter les mêmes vêtements quand vous aviez 2 ans et puis quand vous avez 20 ans. Vous allez voir que vos vêtements ils sont plus adaptés. Donc il faut savoir faire évoluer les outils en fonction de la maturité que l'on a et de la manière dont on évolue. Voilà. Donc bien évidemment, vous avez aussi dit des éléments de réponse dans votre question. Bien évidemment, c'est plus intéressant d'aller chercher l'indicateur qui rend fier. Donc, par exemple, là, j'ai un outil qui s'appelle Tech5 Evolution. Tech5 Evolution, c'est réfléchir avant d'agir et agir en prudence. Vous voyez, il y a un cycle. Donc, on a un petit signal, une petite cloche qui doit déclencher la prudence qui doit nous déclencher à prendre une bonne décision. On a pris la décision, on agit, on reste vigilant. Et à la fin, il y a le petit pouce. Le petit pouce, j'ai choisi, par exemple, une motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque que j'ai choisie, c'est la fierté. Donc là, par exemple, je choisis, parce que je sais que maintenant, la motivation extrinsèque, donc une prime qui est assortie de l'extérieur, elle est moins puissante qu'une motivation intrinsèque. Donc comment je peux créer une motivation intrinsèque chez chacune des personnes et collectivement qui va me donner l'énergie à atteindre le zéro? Voilà, donc au début de la démarche, je peux utiliser les primes, ça peut aider. Moi, je me rappelle, un des premiers CIO avec laquelle j'ai travaillé et qui avait mis la sécurité en premier, donc ça m'avait fait un choc parce que avant, on parlait des indicateurs financiers en premier, et ce CIO, il est arrivé, et puis le premier indicateur, donc il faisait une réunion avec son top 200, on était en visio à l'époque, même il n'y avait pas le Covid, mais on faisait déjà des visios, et le gars, le premier indicateur qu'il met, c'était la santé et la sécurité. Donc, quand il a amené ça, ça a amené un chamboulement. Et au début, je sais qu'il a utilisé, et ça a été bénéfique, les bonus sur les CIO de région. Et ça a aidé les CIO de région à switcher, parce que sinon, ils seraient restés sur leur ancien mode de fonctionnement. Donc, des fois, on est obligé de trouver qu'est-ce qui va faire switcher l'état d'esprit de la personne. Une fois qu'on l'a trouvé et puis que c'est enclenché, il faut se poser la question, est-ce que cet outil, il met toujours
nécessaire, utile ou pas. S'il met plus nécessaire, utile et qu'en plus il crée des effets pervers, eh ben, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. Donc moi, j'ai plus tendance aujourd'hui à essayer de trouver des indicateurs, enfin des motivateurs intrinsèques. Donc qu'est-ce qui touche la personne ou qu'est-ce qui nous touche collectivement? Je sais que la fierté marche très bien. Merci pour cette réponse et merci pour la Merci question, beaucoup. Alexandre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre réponse? Enfin, une autre question. Alors, je vois Ethilo Born qui revient, ça fait déjà plusieurs fois, donc sur l'alcool est l'une des causes principales d'accidents de travail. Je vais déjà faire en partie une première réponse et puis je te laisserai compléter, David. Alors oui, l'alcool, et alors pas que l'alcool, on peut également considérer le cannabis très fortement, et une des causes d'accidents du travail. Alors principal, c'est difficile à dire parce que c'est rarement identifié comme tel. C'est souvent encore un sujet tabou et il s'agit véritablement de changer la vision en entreprise de ces addictions et de mettre en place une véritable prévention en entreprise. Et la prévention passe également par le fait de pouvoir parler librement de ces choses-là et qu'elles ne restent pas tabous. Et donc à ce sujet-là, je rappelle pour ceux qui seraient arrivés en cours de conférence, la INF organise le 5 mai prochain une journée régionale de la prévention sur le thème des addictions. Donc, on aura l'intervention de spécialistes nationaux sur comment mettre en place cette dynamique de prévention, parce que comme le disait David tout à l'heure, dans tous les domaines, la prévention reste la clé du succès. Donc, on abordera ces sujets-là pendant une après-midi entière. Mais oui, bien sûr, les addictions en général sont une cause et doivent être traitées. Peut-être un complément, David, si tu... Alors, oui, alors j'ai eu la chance de travailler pour plusieurs maisons de champagne hein, qui font partie du plus grand groupe de luxe français. On ne veut pas citer de nom, mais vous l'aurez compris qui c'est. Et donc, j'ai été confronté en direct à ça. Donc, il y avait des personnes, effectivement. Alors, c'était pas la première cause d'accident. Hein, donc, ça dépend peut-être des sociétés. Hein, peut-être que dans cette société-là, c'est peut-être un des éléments contributifs. Moi, c'était pas la première cause des accidents. Hein, ça restait les troubles musculo-squelettiques dans les vignes. Néanmoins, c'est une démarche en fonction du contexte de l'entreprise qui est plus ou moins difficile. Donc, imaginez que là, j'étais dans un contexte où vous fabriquez de l'alcool, où c'est une fête de fabriquer de l'alcool, où vous célébrez les succès avec l'alcool. Donc, le challenge était haut. Ça n'empêche pas de mener des actions. Ça n'empêche pas de mener des actions. Je dis pas que c'est facile. Encore une fois, hein, rien n'est facile, mais on peut mener des actions. Donc, par exemple, des actions qu'on avait menées, c'était de limiter à un nombre de verres quand il y avait des célébrations. Donc, vous imaginez les premières fois qu'on fait ça, quand vous faites les vendanges et puis que vous limitez, mais c'est d'y aller step by step. On commence à limiter un certain nombre de verres. Après, on met en place des mesures, on met des alcotests à disposition. On met pourquoi pas des autobus ou des taxis pour raccompagner les gens chez eux. Parce que ma pire des craintes, c'était que justement, quelqu'un qui soit alcoolisé puisse après soit retourner au travail ou soit retourner à la maison avec sa voiture. Donc, c'était surtout ça, par exemple, qu'il fallait gérer. Et sur le poste de travail, c'est pareil. On peut agir en protection et en prévention. On peut agir sur les deux aspects et on peut y arriver progressivement jusqu'à amener il n'y a plus d'alcool à certains événements. Donc, c'est une démarche qu'il faut prendre progressivement. Moi, j'ai fait l'erreur d'un moment donné de mettre la barre trop haute, parce que quand j'ai été travailler pour cette société, je venais d'une société où on avait interdit l'alcool sur tous les sites. Donc, on pouvait, je me rappelle, quand j'étais parti, j'avais même pas pu amener du cidre. Et donc, le cidre, c'est 1% ou 2% d'alcool, donc c'est pas grand-chose. Et puis, bon, on amène 2 bouteilles, on n'a pas l'impression qu'on va être saoul. On n'avait même plus droit à ça. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé dans une maison où c'était le métier de fabriquer de l'alcool. Et donc, j'ai peut-être mis la barre un petit peu trop haute. Donc, là aussi,
il faut savoir apprendre de ses erreurs. OK, ben, si à un moment donné, on voit qu'on met la barre un petit peu trop haute, ben, on l'ajuste en fonction de ce que l'organisation va pouvoir supporter pour s'améliorer, pour avancer dans la direction du, à un moment donné, ben, zéro alcool. Et je dirais dans beaucoup d'organisations, maintenant c'est possible. Ce qui est plus délicat maintenant, comme tu le disais, c'est les addictions avec les drogues. Les états alcooliques, on voit un petit peu la personne qui tutine, et des fois avec les drogues, on voit pas bien. Donc on peut voir au niveau des yeux ou des choses comme ça. Donc ben voilà, il faut commencer à pouvoir avoir la possibilité de mettre en place des tests s'il y a des doutes, définir les conditions, on va faire ces tests dans l'entreprise. Et puis ben, considérer la personne aussi, c'est-à-dire que moi aussi j'en suis revenu. Les premières fois, c'était directement la sanction, et des sanctions assez dures. Ben, généralement, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Et maintenant que je me suis formé au coaching, ben, je suis un peu plus attentif au fait que ben, voilà, il faut essayer d'aller aider la personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions, mais ça veut dire qu'on peut faire des sanctions pas forcément tout de suite à au plus haut niveau d'intensité, et partir dans une démarche pour aller aider la personne, soit en interne, soit en externe, pour l'aider. Donc maintenant, il y a de plus en plus, je dirais, on est quand même à une époque de la civilisation où tous les dangers sont quasiment identifiés, sauf les nouveaux que l'homme va créer, mais tous les dangers, par exemple, les virus, on connaît, on sait depuis des années et des années, il y a même des laboratoires qui travaillent que sur les virus, comment on se protège d'un virus, comment on se protège des bactéries, comment on se protège de la radioactivité, comment on se protège des chutes de hauteur, comment on se protège des machines. Voilà, donc aujourd'hui, tous les dangers, on sait aujourd'hui les maîtriser. Donc c'est comment, progressivement, en fonction de où je me situe et quelle est la problématique dans ma société, ben, je mets en place les méthodologies qui permettent d'aller se protéger, et comment je fais ça dans un état d'esprit qui motive les personnes, qui les rend joyeuses de rentrer à la maison sans blessure, et qui amène de la performance globale pour les personnes et de la performance globale pour les clients, pour les actionnaires. Merci pour ce complément. Je pense que le côté des addictions, il y a une grande part culturelle, comme tu l'indiquais, dans la société, voire dans les entreprises, et il y a également cette part d'analyse à faire. Quelles sont les pratiques de l'entreprise qui peuvent favoriser ou développer une culture, ou au contraire, essayer étape par étape de réduire cette culture de consommation d'alcool. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où il y a des after-works qui sont systématiques, et progressivement, on les voit passer sur des horaires différents pour justement éviter la prise d'alcool. Donc, il y a aussi toute une démarche culturelle dans l'entreprise, et énormément de choses à faire. Je vais reprendre une autre question. On va sortir un petit peu des addictions, mais si ça vous intéresse, je vous invite véritablement à nous suivre le 5 mai. Il y avait une question de Cécile Soumille qui disait: trop de dirigeants annoncent le zéro accident comme objectif, mais sans montrer l'exemple ou changer quoi que ce soit. Si le zéro accident reste des mots en l'air pour faire comme tout le monde, on ne fera pas évoluer les résultats. Ne faut-il pas mieux avoir des objectifs SMART pour atteindre progressivement le zéro avec une vraie stratégie? Alors, plutôt que de viser le zéro, est-ce qu'il ne faut pas aller progressivement et étaler ça sur plusieurs années? Comment tu vois les choses? Alors oui, c'est une bonne question, et je me la suis beaucoup posée. Et après avoir longuement réfléchi, après avoir longuement testé différentes choses, j'en suis venu qu'il faut une vision. Il faut que la vision, elle soit claire, elle soit affichée. Et oui, on peut y aller progressivement. D'accord? Donc, dans des entreprises, peut-être c'est dans 5 ans qu'on aura atteint le zéro. Peut-être que c'est dans 3 ans. Peut-être que c'est dans 2 ans. Mais il faut qu'il y ait cette vision. La vision, c'est elle qui donne l'énergie, qui va donner aussi l'adéquation des ressources. Et par contre, bien évidemment, si un leader, et ça je le disais dans ce qui peut poser problème, les points de vigilance. Dans les points de vigilance, il y a les caractéristiques du leadership. Et dans une, il y a 5 caractéristiques importantes. Et il y en a une, c'est l'exemplarité et la crédibilité. Donc, bien évidemment, s'il n'y a pas d'exemplarité, c'est un point difficile. Moi, je sais que ça m'est arrivé des fois d'avoir
un client qui me demande et ils ont alors le directeur des opérations lui est très motivé, est très engagé mais il m'informe que son CIO qui est plus commercial, qui est plus voilà marketing, qui est plus en dehors des endroits où il y a des dangers importants, voilà, il fait pas preuve d'exemplarité. Il faut essayer de travailler avec lui parce que s'il change pas, effectivement, ça sera un frein pour atteindre le zéro. Et effectivement, ça sera difficile d'atteindre le zéro. Donc, et je le disais, hein, ça va partir avec le plus haut niveau dans l'organisation. Si la personne dans le plus haut niveau de l'organisation, ça sera difficile d'atteindre le zéro. Mais c'est pas grave, on peut avoir cette vision et puis progresser vers le zéro. Je veux dire, si on a par exemple un taux de fréquence de 1, un accident par million d'heures travaillées, hein, ça correspond à ça, c'est déjà des excellentes performances. Si en plus cet accident-là, c'est quelque chose qui a pris, je sais pas, 2-3 jours d'arrêt à l'année, je veux dire, on peut être fier de ce qu'on accomplit et on va véritablement vers le zéro. Donc non, maintenant j'en suis convaincu, il faut garder cette vision du zéro, avancer, par contre, avancer step by step en fonction de la maturité que l'on a et du contexte que l'on a et des personnes que l'on a. Et aller travailler, il faut aller travailler ces points-là. Oui, s'il y a un CIO qui n'est pas exemplaire, comment je peux le rendre plus exemplaire? Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire prendre conscience? Et qu'est-ce que je peux faire? La prise de conscience, je le disais tout à l'heure, elle n'est pas suffisante. Hein, il va falloir passer à la volition. Donc, au fait qu'il prenne conscience, mais qu'après il ait la volonté d'agir. Ça, c'est des processus que tout le monde peut gagner. Et ça, c'est pareil, c'est des processus que j'ai vu qu'on peut casser des croyances, on peut casser des habitudes, on peut casser tout ça avec des outils de coaching. Donc, généralement, par exemple, ça sera, si on est dans un contexte comme ça, ça sera bien d'avoir dans le plan d'accompagnement un coaching individuel du CIO pour que petit à petit, voilà, ils prennent conscience et ils passent à la volition, donc qui pose des actes de volonté en adéquation avec la vision qu'on s'est donnée. Donc c'est possible, c'est difficile. Et moi, ça m'est arrivé de quitter des entreprises parce qu'à un moment donné, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et puis, on fermait les yeux, par exemple, sur des accidents qu'on cache. Voilà, à un moment donné, si on estime qu'on n'est plus la bonne personne dans l'organisation, je dirais, on n'est pas un arbre. On n'est pas enraciné. Nous, on a des pieds et des mains et des jambes et on peut se déplacer et puis changer. Et puis petit à petit, d'autres viendront, utiliseront d'autres techniques, peut-être qu'ils y arriveront mieux que nous. Des fois, on n'a pas la solution, Mais je reste quand même convaincu, il faut poser la vision du zéro. Un élément complémentaire sur la nécessité d'avoir la vision du dirigeant, ou en tout cas s'il n'est pas totalement convaincu. Il y a des chiffres qui existent au niveau international sur le retour sur investissement de la prévention d'une manière générale, et toutes les études vont dans le même sens, et si jamais vous en avez besoin, je pourrais vous les faire parvenir, où on est supérieur à 2, c'est-à-dire que pour 1 euro investi dans la prévention, on récupère 2 euros en termes d'économie dans les comptes de l'entreprise. On est autour de 2,2, 2,3, tout dépend de l'étude, mais en tout cas systématiquement supérieur à 2 pour le retour d'investissement. Une dernière question, et puis après on va commencer à se quitter. Est-ce qu'elle prend la parole? Alors, s'il ne prend pas la parole, je vais regarder s'il nous restait des questions sur la droite. Il y avait une remarque tout à l'heure par rapport à ce que tu nous expliquais sur la croissance et sécurité, de savoir si cette couleur bleue, donc tu proposais d'avoir une couleur bleue quand on avait une remontée d'un risque. Est-ce que cette croix sécurité ne devenait pas anxiogène pour le top management qui pouvait considérer que justement il y avait un problème avec des situations dangereuses par rapport à des accidents potentiels? Alors, non, alors, ça dépend comment on communique et quel sens on donne aux choses. D'accord? Si à un moment donné, on regarde les choses comme elles sont,
D'accord? Dans la réalité opérationnelle, il y a des actes dangereux et il y a des conditions dangereuses. Ça, c'est la réalité opérationnelle. D'accord? Moi, je me souviens, quand j'étais directeur santé-sécurité, que j'arrivais sur un site, je demandais au directeur d'usine d'aller passer 1 heure avec lui sur le terrain. Pendant l'heure qu'on va passer sur le terrain, eh ben, je voyais un certain nombre de choses. D'accord? Plus vous voyez de choses, d'accord, aussi bien des comportements, alors des fois ça nous permettait d'avoir une discussion avec des opérateurs ou des situations dangereuses, plus vous voyez de choses dans l'heure qui s'est écoulée, d'accord, ben, plus ça vous montre la sensibilité du site. Donc tout l'intérêt est de se dire, soit je le nie, et là ça a de quoi être anxiogène, d'accord, ou au contraire, je ne le nie pas, mais je prends acte et j'agis pour modifier. Et j'essaye de modifier le mieux que je peux, comme c'est possible, à l'instant donné. D'accord? Ça, c'est une démarche proactive. Et donc, nier les choses rend plus anxieux, pour moi, qu'au contraire, les mettre sur la table et de regarder, ben voilà, aujourd'hui, notre situation, elle est comme ça. Et donc, ben, faut pas s'étonner qu'on ait plein d'accidents. Ah oui, j'ai passé 1 heure, j'ai vu 10 actes dangereux, j'ai vu 20 conditions dangereuses. Ben voilà, les gens qui sont exposés à tout ça, on joue juste avec le dé. Donc, est-ce que je le nie, et là, j'ai de quoi être anxieux, ou est-ce que ben, je le pose sur la table petit à petit et je le résous petit à petit. Donc la même chose, hein, quand vous avez dans la notion d'exemplarité et de crédibilité, donc vous avez, si vous mettez en place ce système, donc les gens vous posez les 2 questions. Donc la première question, est-ce qu'il y a eu un événement hier ou une situation qui aurait permis à quelqu'un de se blesser? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche de travailler en santé et en sécurité? D'accord? À partir du moment où quelqu'un va vous remonter une action, vous, en tant que manager leader, d'accord, c'est de lui apporter une réponse. Et là, je peux donner des indications en termes de timing pour ne pas perdre sa crédibilité. Si c'est des choses simples, c'est 24 heures. Si c'est des choses un petit peu plus compliquées, hors investissement, c'est pas plus de 30 jours. D'accord? Après, c'est terminé. Vous avez perdu votre crédibilité. D'accord? Donc, il faut vraiment être actif. Hein. C'est pour ça, volition, c'est la volonté d'agir. Et c'est poser des actions pour agir. Si on n'agit pas, on ne change rien. Par contre, il faut accepter que quand on agit, on peut faire des erreurs, on peut s'être trompé et on peut modifier et trouver autre chose. D'accord? Généralement, pareil, il y a une notion, donc il y a une notion de timing dans la réponse, 24 heures et 30 jours. Ça, c'est des choses que je me suis bien mis en tête. Hors investissement, hein, hors investissement, parce que bon, quand il y a des investissements, on peut comprendre, et les gens peuvent comprendre. Hein. Les gens sont pas bêtes, ils peuvent comprendre. Hein. Mais c'est pareil aussi. Quand on est manager, il faut se dire une chose. Quand je vais sur le terrain, avec quel état d'esprit j'y vais? Est-ce que j'ai le bon état d'esprit pour aller animer ma réunion? Est-ce que j'ai envie d'enlever un caillou dans la chaussure d'un de mes collaborateurs? La plupart du temps, vous enlevez ce petit caillou qui embête le collaborateur et vous gagnez en crédibilité. Plus vous allez gagner en crédibilité, c'est comme un compte de crédit. D'accord? Plus vous avez de compte, plus on vous prêtera de l'argent. D'accord? Ben, c'est le même fonctionnement. Hein. De toute façon, c'est le fonctionnement humain. D'accord? Donc, avec quel état d'esprit je me déplace sur le terrain? Est-ce que j'ai envie d'aller enlever un petit caillou dans la chaussure d'un de mes collaborateurs aujourd'hui? Est-ce que je m'engage à lui solutionner dans la journée le plus vite possible? Max 24 heures, si c'est un truc simple. Si c'est un truc un peu plus compliqué, je lui explique, il me faut un petit peu plus de temps. 1 semaine, 15 jours, max 1 mois. Voilà. Et là encore, tu vois, l'état d'esprit, le sens que je donne, est-ce qu'il va générer quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Hein? Et il y a un des critères où je dis, dans les composantes du leadership, il y a générer enthousiasme, considération. Donc, en effet, on est des êtres d'émotion. D'accord? On sait que l'émotion de joie, c'est l'émotion de partage et l'émotion d'action. Donc, en tant que manager et en tant que leader, est-ce que je partage des émotions de joie ou des émotions d'action? Ou est-ce que j'arrive, je suis moi-même anxieux et je répercute mon anxiété à mon organisation? Hein? Il y a beaucoup de sociétés, par exemple, elles gagnent bien leur vie, elles ont une bonne rentabilité. Mais il y a une anxiété qui plane. Est-ce que, en tant que leader, je suis capable de changer cette anxiété en créativité, en partage, en joie? D'accord? Donc ça, c'est un des rôles des leaders, la gestion des émotions. Donc bien évidemment,
si on parle d'anxiété, ça veut dire qu'il y a de l'anxiété, ça veut dire que le type de management aujourd'hui, il génère de l'anxiété. Il n'est pas capable de transformer cette anxiété en ressources. C'est à vos enfants, pendant la période du Covid, vous pouviez leur dire c'est la fin du monde, les mettre dans un état de stress et de panique, ou vous pouviez leur dire t'inquiète pas, le gouvernement a pris des mesures, on s'isole, on explique pourquoi on s'isole, voilà comment le virus il va pas se transmettre. Une fois que le virus il sera plus transmis, on pourra ressortir. C'est passager, oui c'est embêtant, mais il y a d'autres opportunités, tu vas pouvoir être à la maison, faire d'autres activités à la maison. Voilà, si tu sais donner du sens, tu transformes. Hein, c'est comme repenser à l'image que je vous ai dit des tailleurs de pierre. Hein, je pourrais imaginer que chaque entreprise est comme si c'était un tailleur de pierre, et il y en a qui taillent des pierres parce que elles sont obligées d'être dans le business, d'autres parce qu'elles sont obligées de donner de l'argent à leurs actionnaires, et puis d'autres parce qu'elles contribuent à quelque chose. Donc quel sens vous donnez? Et donc à la croix, quel sens on lui donne? Comment on communique? Et il faut que ça, quand on communique, et on le sent ça, hein, dans les émotions, dans l'interaction, on le sent. Est-ce que je vais générer de l'enthousiasme ou pas? J'espère que ça répond. Hein. Je pense, on a beaucoup de messages de remerciements et de félicitations sur le chat, donc je pense que ça doit répondre aux demandes. Il est maintenant 5h25. Si jamais, alors je vois une question, est-ce que nous pourrons recevoir en replay ce webinaire? Donc je rappelle, oui, j'envoie une fois une fois que j'aurai fini le montage, je vous enverrai à tous le replay. N'hésitez pas à m'envoyer vos adresses mail parce que de temps en temps, vos comptes LinkedIn, pour la plupart des inscrits aujourd'hui, ne renvoient pas forcément à une boîte que vous ouvrez. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos adresses. Voilà, comme ça, je les inclurai dans la diffusion et vous les recevrez, je dirais, fin de semaine ou tout début de semaine prochaine. Une deuxième précaution à faire, attention, il se peut que les mails arrivent dans les indésirables, donc soyez vigilants et puis mettez l'INF comme expéditeur connu. Et dans ces cas-là, vous aurez moins de soucis, mais autrement, revenez vers moi. Voilà. Et je voulais profiter, Eric, s'il y en a encore des personnes qui sont là, aussi si vous m'écrivez un petit message, je pourrais vous envoyer des réductions sur mes modules de formation en ligne, si vous voulez en savoir plus. Je ferai un petit code promotionnel spécifique pour ceux qui auront suivi le webinaire. De manière à ce que si certains veulent aller plus loin et en savoir plus, ils pourront accéder déjà à ces modules d'e-apprentissage. Et bien évidemment, après, ils peuvent me retrouver sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les semaines, je partage des vidéos, donc gratuitement, avec des ressources gratuitement pour aider les organisations. Merci pour ce petit code promotionnel. Je n'étais pas au courant. Donc, un grand merci à toi, David. Je vois une dernière. Est-ce que c'est possible de faire ce genre de webinaire tous les mois avec des sujets différents en rapport avec la sécurité? Alors oui, alors c'est le but exactement de l'AINF. Je vois la dernière question. L'AINF organise chaque mois des webinaires sur les sujets et les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Je disais, le prochain webinaire, ce sera le 10 mai autour de la nutrition et l'importance de l'amélioration de la nutrition pour les performances de l'entreprise. Et puis, on a notre événement en présentiel cette fois, le 5 mai, autour des addictions, où là, on prendra une après-midi entière pour étudier comment on peut mettre en place une véritable démarche de prévention des addictions dans l'entreprise. Un grand merci à David. Merci pour toutes ces explications. Merci pour cette transparence et ce partage. Merci pour ces ressources que tu mets à disposition également de tous. Je pense que plus on travaille sur ces sujets et plus on peut mettre en place des actions dans chaque entreprise, petite ou grande, quel que soit le domaine, que ce soit de l'industrie, comment en plus se tourner vers le milieu agricole, le milieu du BTP. Dans tous les domaines, ces actions sont nécessaires. Merci à vous et toute ma gratitude encore pour tout ce que vous faites depuis des années et des centaines d'années pour contribuer à ce que chaque jour les personnes rentrent à la maison sans blessure, profiter de la vie après le travail. On a besoin de ça et ça doit devenir la norme.
ça devrait être la norme. Et je suis content qu'il y ait beaucoup d'énergie qui focalise, notamment celle de l'INF. Merci Eric pour cette invitation. Merci et puis bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.